Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que l'on peut mettre un workflow d'intégration continue en place, c'est-à-dire un système qui va permettre de pouvoir déployer en continu les logiciels développés par les développeurs. Donc ici, vous voyez, si on reprend le schéma qu'on avait déjà expliqué, on a les PC des développeurs, donc en particulier vous allez avoir l'ordinateur sur lequel vous travaillez. On va y développer un microservice, on l'a déjà fait hier, je vais le refaire dans cette vidéo. Ensuite, ce microservice va être poussé vers un serveur GitLab ou GitHub. Puis, nous allons avoir un serveur Jenkins que l'on va installer aujourd'hui, qui va récupérer le code qui a été poussé sur le serveur GitLab. Le serveur Jenkins va s'occuper de la compilation du code. Il va s'occuper également de lancer les tests. Il va s'occuper également de créer le package jar. Et c'est lui également qui va créer l'image qui sera déployée sur les serveurs de pré-production. Cette image, lorsqu'elle aura été créée, elle sera poussée sur un registry. Alors, on peut utiliser le registry distant dans un premier temps. Et ensuite, cette image sera déployée sur des serveurs de test. Donc c'est ce processus que l'on va commencer à mettre en place. Hier, on avait parlé de la façon dont on devait procéder pour pouvoir dockeriser une application. Aujourd'hui, on va reprendre ce qu'on a fait hier pour pouvoir aller plus loin. Dans le fichier que je vous ai mis en ligne, il va y avoir un certain nombre de codes que l'on va pouvoir récupérer pour ne pas les saisir à la main. La première chose que nous allons faire, c'est d'abord installer un serveur Jenkins. Alors on a plusieurs manières d'installer un serveur Jenkins. Là, on va utiliser Docker pour faire ça. Et ici, on va expliciter le code qui va permettre de mettre en place le serveur Jenkins. Alors, première des choses à faire, il faut d'abord lancer votre machine VirtualBox. Alors, si c'est Vagrant que vous avez, vous lancez votre machine VirtualBox avec Vagrant et SSH. Moi, je vais la lancer comme ça. Voilà. Donc si vous avez Vagrant, vous faites Vagrant SSH à partir du dossier à partir duquel vous avez créé votre machine. Voilà. Ah, bien sûr, vous, comme la plupart d'entre vous, ont installé des machines Vagrant, pas de problème, donc je vais minimiser ça. Vous passez sur votre terminal, et à partir de votre terminal, je vais ouvrir un terminal, voilà. À partir de votre terminal, vous allez vous connecter à votre machine Debian. Alors si vous avez installé Vagrant, donc vous faites Vagrant SSH, et puis vous allez être sur votre machine. Si comme moi vous avez fait une installation sans Vagrant, donc il faudra faire SSH, le nom d'utilisateur et l'adresse IP de votre machine. Quelle que soit la méthode, de toute façon, vous allez vous retrouver sur votre machine virtuelle. Les camarades qui, eux, ont un système Linux qui est directement installé, donc on travaille directement sur leur machine. Première des choses à faire, on s'assure que Docker fonctionne bien. Docker version, ça doit, souvenez-vous, lancer aussi bien le client Docker que le serveur Docker.
Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on va s'assurer, Docker PS, qu'il n'y a aucune machine qui fonctionne. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est pour ménager le fait que la plupart des camarades n'ont pas des machines avec beaucoup de mémoire. Donc c'est la raison pour laquelle on va implanter notre workflow d'intégration continue en utilisant aussi bien GitHub qui est sur le net, et on va installer Jenkins ici en local. Alors, si vous avez une machine qui fonctionne, il faut l'arrêter. Alors si vous avez par exemple une machine GitLab qui fonctionne, donc il faudra faire docker stop GitLab. Et il faudra l'arrêter. Si vous en avez une autre, il faudra l'arrêter également. Il faudra faire ça. Et je vous recommande même de la supprimer avec Docker, RM, GitLab, puisque la machine se reconstruit rapidement et nous n'en avons pas besoin dans l'immédiat. Donc nous, on va installer notre machine Jenkins. Alors Jenkins, comment ça s'installe? La première, on voit la commande ici. Donc on va avoir un Docker run pour créer un conteneur, moins détache, pour le faire fonctionner en mode détaché. Ensuite, la commande continue à la ligne, ici, -hostname jenkins.example.com. On va donner un nom d'hôte au conteneur, à la machine qui sera créée dans le conteneur. -publish 8080 2.8080. Ça veut dire que l'on va mapper le port 8080 du conteneur au port 8080 de notre machine virtuelle. Et même chose ici, -publish 50 000, 50 000. Alors le détache, c'est le -d qu'on a l'habitude d'utiliser, et le -publish, c'est le -p qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici, je vais mapper un volume -v. On a le volume qui va permettre de faire fonctionner le Docker Sock. Alors qu'est-ce que c'est que Docker Sock? Docker Sock, c'est tout simplement un fichier qui va permettre au client Docker de fonctionner avec le serveur Docker. C'est-à-dire que ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de mapper le fichier qui permet au client Docker de communiquer avec le serveur Docker avec celui que on va créer dans la machine Jenkins. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça, c'est pour pouvoir utiliser Docker à l'intérieur du conteneur Jenkins. Eh oui, on peut utiliser Docker à l'intérieur d'un conteneur Docker. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que on souhaite que Jenkins utilise Docker. N'oubliez pas qu'on veut que Jenkins puisse créer des images. Donc, on veut qu'il puisse utiliser des choses comme Docker Build. Et on veut que Jenkins puisse également pousser des images sur un registry. On veut également que Jenkins puisse créer des conteneurs. On veut que Jenkins puisse exécuter notre application pour pouvoir faire des tests d'acceptation. Donc il est très important, cette commande-là est très importante, comme on va le voir ultérieurement. Ensuite, on donne un nom à la machine. On va l'appeler au conteneur Jenkins, on va demander à ce qu'il redémarre tout le temps, et là on va mapper un volume. Alors ça signifie excusez-moi, ça signifie que l'on souhaite que le dossier sur notre ordinateur local, sur la machine VirtualBox, il va y avoir un dossier qui va s'appeler $home Jenkins_home qui sera mappé au volume qui existera sur le conteneur. Pourquoi on fait ça? Ça permet, au cas où on supprime la machine Jenkins après l'avoir configurée, de pouvoir tout de suite et assez rapidement pouvoir la recréer, retrouver toute la config sans qu'on ait à tout refaire. Et là, voilà, on va tout simplement créer ce conteneur sur la base de cette image-là. Alors, première des choses à faire, on récupère d'abord
ce dossier-là. Alors pourquoi? Parce que ce dossier-là doit exister sur la machine. Donc on va aller le créer manuellement et on va donner tous les droits sur ce dossier-là. Pourquoi? Ça permettra à l'utilisateur qui sera créé dans le conteneur de pouvoir avoir des droits sur ce dossier pour qu'en particulier l'utilisateur qui sera créé dans le Jenkins puisse y faire des opérations. Donc alors comment on fait ça? Hop, on va retourner sur notre machine. Alors Debian, là vous êtes connecté en SSH sur votre machine, soit avec Vagrant SSH, soit avec SSH. Et là on va faire un mkdir, hop, et on va tout simplement coller le chemin. Bon. Alors si on fait un ls, normalement vous devriez avoir le dossier Jenkins Home qui a été créé. Et là on va se faire un sudo chmod -r. Alors ça veut dire que on donne des droits de manière récursive sur ce dossier là. Hop, je le récupère. On va faire 777, on va donner tous les droits, puisqu'on est sur notre machine locale, après tout, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, il me dit impossible, bon ça c'est un problème de DNS, ça n'a pas d'importance. Voilà. D'ailleurs, on peut faire, si on fait un ls-l, hein, et si vous faites un ls-l, voici Jenkins Home qui va être en vert. Pourquoi en vert? Parce qu'on a donné tous les droits à tout le monde sur ce dossier-là. Ensuite, on va récupérer cette commande-là, hop, et on va la coller. Hop, je la colle. On va valider, et puis là, écoutez, on attend. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est en distanciel, on n'a pas normalement de problème de bande passante. Et là, vous patientez un petit moment. Lorsque l'installation est terminée, donc on attend que l'installation soit terminée, on peut faire un docker ps déjà pour voir ce qui se passe. Alors là, on voit un serveur Jenkins qui fonctionne, qui écoute sur le port 8080. Alors attention, hein, il ne faut pas que vous ayez votre port 8080 qui soit occupé. Si vous avez votre port 8080 qui serait occupé par quelque chose sur votre machine, arrêtez ce qui occupe ce port 8080. Donc là, je pense que là, vous êtes à l'aise avec ça maintenant. On va voir si tout s'est bien passé. On peut faire un docker logs, le nom du conteneur, docker logs Jenkins. Bon, apparemment, ça se passe bien. On va configurer cette chose-là. Alors, pour configurer notre Jenkins, on va lancer un navigateur à partir de la machine hôte. Et on va donner l'adresse IP de notre machine virtuelle, http 192.168.56.2 8080. Pourquoi on peut faire ça? Parce que sur la machine VirtualBox, alors ça pourrait être une machine réelle, hein, sur le réseau, on a installé un conteneur et on a mappé le port 8080 de cette machine virtuelle, on l'a mappé sur le port 8080 du conteneur. Et dans ce conteneur fonctionne un serveur Jenkins qui lui écoute sur le port 8080. Donc si on fait ça, normalement, voilà, on aboutit sur Jenkins et on nous demande de le débloquer. Alors pour débloquer Jenkins, comment on va faire? On va aller se chercher ici sur notre machine VirtualBox, hein, c'est-à-dire sur la machine sur laquelle on a installé Docker. On va faire un docker logs Jenkins. Et quand vous faites un docker logs Jenkins, ici vous trouvez please use the following password to proceed to installation. Vous allez le copier et vous allez le coller ici. Hop là. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, il vous dit personnaliser Jenkins, installer les plugins suggérés. On clique sur installer les plugins suggérés. Et là, on patiente. L'installation des plugins va démarrer.
Donc là, il faut patienter, ça dépend de votre connexion. Après l'installation, il nous demande de créer le premier utilisateur. Bah écoutez, on va mettre admin, c'est très bien. Et là, on va se mettre un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors essayez de ne pas vous tromper dans le mot de passe. Hein. On clique sur sauver et continuer. Un password did not match. C'est vrai qu'il faut le confirmer un peu en bas, j'ai pas vu. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on confirme déjà le mot de passe. Le nom complet, on peut mettre une adresse de courrier ici. Il faut mettre une véritable adresse de courrier, hein. C'est préférable si on veut recevoir des notifications en cas de problème. Sauver et continuer, et là, il nous dit l'URL de Jenkins. Ok, ce sera celle-là. On clique sur sauver et terminer. Commencer à utiliser Jenkins. Voilà, et voilà, on est dans Jenkins. Alors, au cas où les plugins ne se sont pas bien installés, bah, il faut relancer l'installation de Jenkins. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Et voilà, là, on a notre projet, notre serveur Jenkins qui est installé. Vous voyez, c'est pas compliqué. On peut l'installer, on aurait pu l'installer sans utiliser Docker, c'est pas compliqué non plus. Jenkins, c'est une application Java. C'est un WAR, hein. C'est un WAR. C'est-à-dire c'est une application qui a été développée entièrement en Java. J'aurais pu installer un serveur Tomcat et installer un WAR sur ce serveur Tomcat pour faire fonctionner Jenkins, sans passer par Docker. Je peux installer Jenkins sur AWS. Opération très intéressante, comme ça on aurait absolument tout qui serait sur le cloud. Mais déjà l'objectif, hein, c'est d'apprendre à l'utiliser. Alors l'objectif de Jenkins, c'est de pouvoir automatiser tout ce que nous, on fait manuellement. C'est-à-dire que on a vu qu'on pouvait compiler un projet, lancer des tests, créer un package, dockeriser une application, on s'est arrêté là. Jenkins doit être capable de faire tout ça. Donc on va revenir sur ce qu'on a fait hier pour voir comment on peut le faire faire à Jenkins. Première des choses, alors pour les camarades qui ont eu un problème pour suivre hier, je vais refaire les manipulations d'hier. C'est important pour comprendre pourquoi on les a fait et comment ça va s'intégrer, si vous voulez, à notre pipeline. Pourquoi c'est important? Parce que vous aussi, vous allez devoir faire ça sur votre propre projet fil rouge, par exemple. Mais pour l'instant, on va travailler sur un petit projet qui va être un microservice. Alors, première des choses à faire, donc j'ai écrit la démarche ici. On va créer un microservice avec le Spring Boot Initializer. Donc pour ça, j'ai mis toutes les étapes ici, c'est celles qu'on a fait hier. Je vais les refaire. D'abord, on va se rendre sur le Spring Boot Initializer. Ici, hop. Spring Boot Initializer. Voilà. On clique sur Spring Boot Initializer, et là on choisit Gradle, Java, on laisse tel que c'est. On avait plutôt, alors on va changer le nom du projet parce qu'on l'a appelé calculateur hier, pour les camarades qui veulent refaire la manipulation parce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc ici on va l'appeler, on avait mis le package com.medianet, et on va l'appeler calculateur 1. Allez hop, calculateur 1. C'est un jar. Ici, au niveau de la version de Java, alors, les camarades qui avaient installé la 17, c'est en fonction de ce que vous avez installé. Alors, généralement, comment est-ce que on peut savoir ce que l'on fait? C'est en fonction de la version qui va être installée sur notre machine.
Il y a des camarades qui ont la 19, 17 ou 11. Bon, on va choisir la 19. Alors comment est-ce qu'on voit ce qu'on choisit? Il faut aller non pas sur la machine virtuelle, vous allez sur... Donc, 1, 2, 3, 10. Voilà. Il faut aller sur votre machine à vous, hein, dans le terminal de votre machine Windows. Et là, vous tapez Java moins version, ou alors moins version, je ne me souviens plus. Voilà, c'est ça. Donc moi ici, apparemment c'est la 17, donc je vais choisir la 17. Comme on peut choisir une autre version, mais il faudrait l'installer. Alors pour voir les versions de Java qu'on a, ça dépend. Donc si vous êtes sous Windows, il faut aller voir ça sur votre machine Windows. Alors, je pense que comme la plupart ont fait la 19, je pourrais installer la 19. Je vais juste contrôler que j'ai la 19. Alors je vais choisir la 17, hein, puisque j'ai la 17. Vous, si vous avez la 19, sélectionnez la 19. Si vous avez la 11, sélectionnez la 11. Vous voyez, c'est en fonction de ce que vous avez, hein, ça n'a pas d'importance, et on peut changer ça dans le fichier pom.xml de toute façon. Donc ici, on sélectionne le jar. Pour les dépendances, on avait mis web. Voilà, Spring Web. Alors, build web, including RESTful, application using Spring MVC, donc un peu tout ce qu'on a fait. Voilà. Et là, donc, on génère notre application et il faut la récupérer dans l'IDE. Alors, là, vous savez faire ça. Bon, je vais le faire moi ici. Voilà, donc bouton droit, je vais aller récupérer cette application. Alors pour ça, je vais peut-être créer un dossier. Alors, c'est pas comme ça qu'on crée un dossier. Je crée un dossier que je vais appeler projet web service par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Je rentre dans ce projet, je vais coller mon... Voilà, et je vais faire extraire ici. Voilà. Je vais donc supprimer le zip, c'est pas la peine de le conserver. Alors, donc je suis dans le dossier projet web service et calculateur 1. Alors je vais double-cliquer sur calculateur 1, je vais sélectionner tout ce qu'il y a ici, je vais le couper et je vais le coller directement dans le dossier projet web service. Comme ça, le dossier calculateur, hein, je peux le supprimer. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pas la peine d'avoir un dossier dans un sous-dossier. J'ai vu des camarades hier qui avaient un dossier dans un sous-dossier, c'est peut-être pas la peine. Alors, via comment dire, donc ça je peux fermer, voilà, via l'IDE, IntelliJ, on va aller se récupérer ce projet. On fait un open, et là il faut récupérer le projet web service. Voyons, on clique dessus, on fait un OK, Trust Project, bon ça je pense que vous savez faire. Voilà, et là on va avoir notre projet qui va être créé. Donc, vous voyez, ça nous permet de refaire la procédure d'hier. Et là on patiente un petit moment que les dépendances soient récupérées. Voilà, à l'issue de la récupération de notre projet, il aura été buildé. Alors, trois petites choses quand même importantes. Alors, si on voit notre projet ici, alors j'ai ouvert. Si on voit notre projet ici, on a le dossier SRC avec le dossier main, avec notre application, le dossier des ressources, exactement ce qu'on a l'habitude d'avoir, hein, le dossier des tests, et on a le fichier build.gradle qui fait office de fichier pom.xml. Build.gradle, on va avoir les dépendances, alors ici c'est les plugins, voilà, quand on veut utiliser des plugins pour faire des tests par exemple. Ici on a le repository à partir duquel il va récupérer les dépendances. Plus bas ici on
peut indiquer les dépendances de cette manière-là, vous voyez, de manière un peu plus intéressante. Et ici, on a la version de Java sur laquelle on travaille. Une chose importante, quand on est dans un projet comme celui-là, dans File, Setting, alors dans File Setting, au niveau de Gradle, on doit avoir le Gradle JVM qui est avec la version sur laquelle on est en train de travailler. Dans File, Project Structure, dans Projet, ici, le SDK doit être à la version qu'on a sélectionnée, 19, hein, si c'est 19 pour vous, ou 11. Ici, bon, le SDK par défaut, là, on ne touche pas. Ici, au niveau de SDK, on doit bien sélectionner le JDK 17. Donc le chemin vert, donc vous devez être comme ça, ça va être un dossier Windows. Et ce qui est important également, on va cliquer avec le bouton droit sur le projet, Open in Terminal, et là, on doit avoir bien sûr un Java version qui doit être à la version qui a été définie ici, mais on voit qu'on peut modifier ici, on voit qu'on peut modifier le framework, la version du projet Spring Boot à ce niveau-là. On peut modifier la version de Java ici, hein, si on souhaite. Là, donc, on a bien la 17, et surtout, quelque chose qui est important, c'est... Oula, une bêtise. Ici, echo $. Alors, si on est sous Linux, c'est $. Si on est sous Windows, je vais le faire après. Java underscore home. Donc moi ici, le Java underscore home, il pointe bien vers la version 17. Si vous êtes sous Windows, ce sera echo %. Where is %? Ben voilà, % Java underscore home. Ah. Donc si vous êtes sous Windows, hein. Alors, sous Windows ici, je suis sous Linux, ça marche pas, mais vous sous Windows, vous devez bien avoir votre Java Home qui pointe vers la version 17. Tout ça peut être source de problèmes, donc faut le savoir. Le Java Home, le Java version, dans le fichier Gradle, on regarde la version de... Ah, je l'ai supprimé, donc apparemment ici. Ouais, voilà. On regarde la version de Java qu'on a, et on va vérifier également dans File Setting, dans Gradle, la version qu'on a à ce niveau-là, et on va dans File Project Structure, hein, pour bien avoir dans Project la version 17 de notre SDK, ou 19 pour vous, et puis ici dans SDK, on contrôle bien tout ça, sinon ça peut être synonyme de problème. Alors maintenant on va compléter notre code comme on l'a fait hier. Alors sur le document, ici, on nous dit que on va d'abord créer une classe qui va s'appeler Calculator. Voilà, donc on va sur le package, bouton droit, donc on ne fait pas de package ici puisque c'est vraiment un petit truc simple, hein. Voilà, classe, on va l'appeler Calculator. Voilà. Ensuite, on va récupérer notre code. Alors le package, c'est pas la peine, puisque c'est un autre package qui est défini, puisqu'on a créé Calculator 1. On vient ici et on va coller à ce niveau-là. Voilà notre classe. Notre classe va exposer un service, @service, et on veut retourner la somme A plus B. Ensuite, on va créer le contrôleur, hein, qui va permettre de mapper l'URL. Voilà, donc le contrôleur, on l'appelle calculateur contrôleur.java.
droit New Java Class, je colle et je vais récupérer ma classe sans le package, c'est la même qu'hier, hein. Pas besoin de changer. Hop. Je colle. Donc là on avait expliqué hier ce que faisait cette classe là, @restController pour exposer un RESTful, @AutoWired on va injecter le service, @requestMapping ça va être le point de terminaison, donc on va se terminer par /sum, et dès que Spring, dès que ce projet Spring détectera cette URL là, donc il exécutera cette méthode là, et cette méthode là récupérera les deux paramètres qui seront passés dans l'URL pour retourner la somme de A plus B. Donc rien de spécial. On va y ajouter également un test unitaire, et on va tester, on va faire un test unitaire sur cette méthode là pour s'assurer qu'elle marche bien. Donc on va l'appeler calculator test.java. On va venir ici et dans le dossier des tests ici, on va sur le package, bouton droit new, et on va créer une classe calculateur test.java, et dans cette classe on va coller, voilà, sans récupérer le package surtout, puisque les packages sont différents. On avait commencé à faire ça en classe, la création de tests, donc l'application s'appellera classe calculateur test. On crée ici un objet de type calculator, voilà, pour tester notre service. Ici on annote par la classe, par la notation test, pour dire que c'est un test. Assert equal, on va s'assurer que lorsque on donne les valeurs 2 et 3 à la somme, elle renvoie bien la valeur 5. Voilà. Bien, on va tester tout ça, mais on va pas le tester via l'IDE, il faut qu'on le teste en local, ici. Vous voyez? Alors si je fais un... alors vous c'est un dir, moi je fais un ls, vous c'est un dir que vous faites. Voilà. On constate qu'il y a en particulier le fichier GradleView. Alors sous Windows, c'est le fichier gradleview.bat. D'ailleurs, c'est ce fichier-là qui va se lancer pour les gens qui sont sous Windows. Les gens qui sont sous Linux, ils vont faire un chmod plus x gradlew pour que ce fichier-là soit exécutable. Ça, c'est pour les gens qui sont sous Linux. Les gens qui sont sous Windows, pas de problème. Ce fichier-là, c'est ça qui permet l'exécution. Alors, pour les gens qui sont sous Linux, ils font donc gradlew et ils saisissent, alors c'était compile Java. Voilà, on va compiler le projet. Voilà. Cette compilation du projet, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans le projet. C'est ça que permet les erreurs de syntaxe. Ensuite, on va créer un package. On va lancer les tests, tiens. Gradlew test. Alors, c'est Gradle... je sais plus, c'était plante... Voilà, pour moi, ça doit être /. Gradlew test. Normalement, les camarades qui sont sous Windows, ils font juste Gradlew. Voilà. Donc, je lance le test. Vous voyez, donc là, c'est parfait. Là, j'ai lancé le test. Et je vais lancer également la
création du package Gradle View Build. Alors, je dirais qu'il va vite. C'est bon. CD build ls. Alors, CD libs. Bon, c'est parfait. ls. Il m'a bien calculé mon projet, créé mon projet. Je peux le tester. Java -jar. Et je vais sélectionner le jar qui est ici. Compile. Et je vais le coller ici. Et j'exécute pour m'assurer que ça marche bien. Et pour ça, donc normalement, je lance mon navigateur http:// local host 2.8080/ somme point d'interrogation a est égal à 3 exa b est égal à 4. Voilà. Et donc là, on voit que notre projet fonctionne bien. Donc là, on a refait un petit peu tout ce que on a fait hier. Alors, on retourne dans notre IDE. On va faire CTRL-C ici pour annuler l'exécution de l'application. Clear si vous êtes sous Linux, CLS si vous êtes sous Windows. On va revenir, on va sortir du dossier libs, on va sortir du dossier build. Et là, on va se créer un Dockerfile. Alors, pour vous, c'est Notepad. Même pas, tiens. On va plutôt procéder autrement. On va créer le Dockerfile directement à la racine. Alors moi, comme j'ai créé déjà ici, je vais le supprimer et je recommence avec vous. Donc là, voilà. Vous venez ici, voilà, sur votre projet, directement sur le projet. Hein. Je vais fermer ici, voilà, et je vais faire bouton droit, New, File, et là, c'est là où on va créer le Dockerfile. Voilà. On voit bien que le Dockerfile est bien à la racine, d'ailleurs ici dans le terminal, hein, si on fait ls, il est bien à la racine. Et là, l'objectif, hein, ça va être de copier le fichier Dockerfile. Ça va être pas le Dockerfile, là, pardon. Ça va être de copier le fichier jar dans le fichier Dockerfile. Donc, sur le document, si on vient sur le document, ici, pour les gens qui ont la version 19, donc c'est cette partie-là, je le fais ici, hein. Version 19. Pour la version 19 de Java, donc il va falloir copier-coller tout ça. Pour les gens qui ont la version 17, ici, hop, il va falloir copier-coller tout ça. C'est ce qu'on a fait hier. Hein. Donc moi je vais prendre plutôt ça, mais vous qui avez la version 19, hein, c'est plutôt cette partie-là. On est bien d'accord. Je retourne ici sur mon fichier Dockerfile et je vais coller tout ça. Souvenez-vous, Flam Ubuntu, c'est pour dire que on va créer une image Docker à partir de l'image, déjà d'une image qui est sur le Docker Hub qui est Ubuntu, et c'est la dernière version, c'était la 22. Hein. Ensuite ici, run apt-get update-y, ça veut dire que tout de suite après que on ait créé notre conteneur, on va exécuter cette instruction-là. Alors pourquoi on met -y, c'est pour que si il dit, il pose pas la question yes or no, sinon c'est pas automatisé. Ensuite ici on installe le wget. Wget,
Ça permet de faire du téléchargement de fichiers comme on le ferait avec le navigateur. Ensuite ici, on va avec wget télécharger ce package pour installer ici la 17, vous c'est la 19 hein, pour ceux qui ont la 19. Ici run apt-get -qqy install, donc là on va installer le package. Alors le -y ici n'est peut-être pas nécessaire à la fin. Bon, parce qu'il est répété 2 fois, bon, enfin on peut le laisser si on veut, ça n'a pas d'importance. Ici, ensuite, ça va permettre de pouvoir, au cas où il y a plusieurs versions de Java qui sont installées, alors ça va permettre plutôt déjà d'installer notre version de Java que l'on a récupérée, pour qu'elle soit utilisable dans notre système. Ensuite, ici, on copie le fichier. Alors, quel fichier? Si on vient ici, si on fait cd build, si on fait cd libs, si on fait un ls ou un dir pour vous, on constate qu'on a bien ce fichier-là. Vous voyez, calculateur 1.0, c'est pas le même que hier, hein, c'est pas calculateur. Par contre, donc l'objectif c'est de copier ce fichier calculateur, de le copier dans le dossier app.jar. Par contre, ici, le problème qu'on a, c'est que l'image, alors pardon, vous voyez, si on regarde ici, cd. cd. Le Dockerfile, il se trouve ici. Si vous faites un ls ou un dir, vous voyez que le Dockerfile se trouve ici. Or, le fichier qu'on doit copier est dans un autre dossier. Donc il faut peut-être qu'on donne le chemin vers le dossier. Donc ici, ça veut dire que à ce niveau-là, le chemin relativement à partout l'endroit où on est, donc ça veut dire qu'on doit faire quelque chose du genre compile build build slash libs slash. Vous voyez, par rapport à si on devait exécuter si on devait créer l'image maintenant, ça veut dire que notre fichier, vous voyez, ce fichier se trouverait à ce niveau-là. Donc là, je dois copier ce fichier-là. Alors je pense que j'ai oublié une partie. app.jar ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié le app.jar. Hein, puisque l'objectif, c'est de copier c'est de copier l'exécutable qui est là, de le copier dans la machine Docker, dans le conteneur Docker, et de lui donner le nom app.jar. Et l'objectif, c'est que une fois que le conteneur sera créé, à partir de cette image, dans lequel on aura notre Ubuntu, Java est installé, on a copié l'exécutable, ce qu'on souhaite, c'est que directement soit démarré notre application, pour qu'elle soit utilisable par les utilisateurs. Voilà. On sauvegarde bien. Voilà, donc là, vous voyez, on a mis le Dockerfile en place. Alors maintenant, on va faire suivre notre projet par Git. Donc pour ça, on clique sur le projet. Alors d'abord, il faut que dans File, Setting, si vous cliquez sur Git ici, on a GitHub. Il faut que vous ayez créé votre... que vous soyez connecté à GitHub, hein, sinon il faut le refaire avec le symbole plus ici, login via GitHub, si vous vous souvenez, login via GitHub, autorise in GitHub, et donc il va vous demander le login et le password. Mais si c'est déjà fait, comme vous l'avez fait la dernière fois, normalement vous avez votre compte qui va se retrouver ici. Ensuite,
on va aller sur VCS et on va cliquer sur Create Git Repository. Il nous demande où on veut créer le repository. Donc c'est un dépôt local que l'on crée. On clique sur OK. Et voilà, on a notre Git Repository qui a été créé. Hein. Souvenez-vous, ici on a la branche master qui est ici. On a le Git qui est là, hein, pour revoir quelques éléments. Ensuite, on va se rendre sur notre GitHub. Alors, GitHub. Voilà, on se connecte à GitHub. Ah bah moi j'y suis déjà. Je suis déjà connecté, il faut vous connecter à GitHub. Et ensuite ici, on clique sur Your Repository. Your Repository, on va se créer un nouveau repository. Ici, on va l'appeler Spring Web Service. Voilà. On peut le définir en private, hein, si on souhaite, ou en public, hein, si on va faire private nous. Et on ne touche à rien d'autre et on va cliquer Create Repository. Voilà. On a créé notre repository. Donc maintenant l'objectif, hein, ça va être de cloner notre projet sur, de pouvoir pousser notre projet sur ce repository là. Donc ici, si on revient sur voilà, IntelliJ à ce niveau-là, on va faire bouton droit ici. On va aller sur Git. Alors d'abord, on va cliquer voilà, sur le projet Web Service. Alors, une chose importante quand même, c'est, alors on va se faire un bouton droit et on va se faire également Open in Terminal ici. Hein. Une chose importante. 1, 2, 3, 4, 6. Là, on va faire un ls. Alors ça dépend. Vous normalement, vous faites un dir. Vous faites un dir. Hein. On va faire un ls.gitignore pour voir si... voilà, donc là, et là, donc, on se retrouve sans gitignore. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fichier gitignore qui va faire en sorte que on n'envoie pas tout sur le net. Et donc quand on fait le ls.gitignore ici, voilà, on va peut-être le créer hein, pour éviter qu'il nous envoie tout sur le repository distant, donc en particulier ce qu'on veut pas. Alors si je fais un ls ici, alors, si je fais un ls ici, on veut pas en particulier qu'il nous envoie le dossier build. Donc pour ça, on va se faire un nano. Alors pour vous, c'est un notepad. Hein. Notepad.gitignore. Hein. Si vous êtes sous Windows, vous faites notepad. Hein. Alors, vous ne trompez pas, nano.gitignore. Et là, on va exclure target. Non, le dossier build. C'est pas target, hein, c'est le dossier build, pardon. Dossier build. Hein. Je vais exclure le dossier build. Hop. Voilà. Donc le gitignore, il est là. Et maintenant, on va faire un bouton droit et on va faire un git et on va faire un commit directory. On va faire ici premier commit. On va faire un commit and push. Alors, peut-être sélectionner effectivement
tous les fichiers à pousser. Donc on coche ici sur Unversioning File, on clique sur Commit and Push. Voilà, donc là, bon, il dit qu'il y a un certain nombre de warnings, hein. On clique sur Commit Anyway in Push. Alors là, il nous demande de définir la branche master distante. Donc ça veut dire que ici, si on revient sur notre projet, là on constate que c'est plutôt un main que l'on a. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un main que l'on a à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre IDE, on va à ce niveau-là, donc alors je vais faire un define remote. Origine, c'est ça, et l'URL, je vais aller la récupérer. Alors l'URL, ça devrait être celle-là. Copie. On revient ici, hop, on colle. On fait OK. Voilà, il dit the authenticity of host GitHub can't be established. You should to continue connecting. On va faire yes. Voilà. Premier commit. Et on fait un push. Pushed master to new branch origin master. Donc, si on revient ici, on clique sur Spring Web Service, on a bien ici, voilà, comme on peut le voir à ce niveau-là, on a bien notre projet qui a été poussé sur le GitHub. Alors voyons comment est-ce qu'on peut récupérer ce projet sur la machine VirtualBox, sur la machine Debian. Alors, cette manipulation que je vais faire, c'est pas une manipulation dans lequel je vais tout de suite mettre le Jenkins en place, mais c'est pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut récupérer ce projet et comment on peut procéder pour tester notre Dockerfile. Parce que vous voyez que déjà dans notre projet, notre Dockerfile, il est là. On va revenir sur l'invite de commande donc de votre machine. Voilà, la machine VirtualBox hein, qui est ici. Vous voyez, ça c'est la machine VirtualBox, hein, la machine vagrante pour vous. Hein. Et sur cette machine-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà s'assurer, est-ce que Git est installé? Voilà, il faut déjà que Git soit installé, normalement vous l'avez installé hier. Et là, on va se cloner ce projet-là. Mais pour cloner ce projet-là, il faut d'abord qu'on fasse, alors peut-être vous l'avez déjà fait, hein, peut-être que vous, ça fonctionne, moi je vais le faire ici, kgen-ssh, ssh kgen plutôt, ssh-kgen plutôt, voilà. Hop, hop. Ah, il me dit qu'il existe déjà, bon, donc si, de toute façon je vais le refaire, voilà, yes. Voilà. À partir de là, je vais faire un cat tilde /.ssh /id underscore rsa.pub et je vais aller récupérer cette clé publique. Cette clé publique, je vais aller me diriger sur mon GitHub, je vais cliquer sur Setting, et quand je clique sur Setting, je vais sur SSH et GPG Key. Je fais New SSH Key, bon, je vais donner un titre à cette clé, un clé
clé. Spring Web Service, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Je vais la coller à ce niveau-là. Voilà. Et je vais faire un add SSH key. Là, il me demande le mot de passe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre repository. À ce niveau-là, Spring Web Service. Et là, vous voyez, je vais récupérer à ce niveau-là. Vous voyez, je copie, attention à SSH. Il faut que ce soit SSH ici. Hein. Alors, comment ça? Et donc, vous copiez avec ce dossier-là. Je reviens sur ma machine et je vais faire un git clone. Et je vais coller. Il faut que... Voilà, je colle. Ah, il me dit, voilà, est-ce que vous voulez... est-ce que c'est OK? On va... Voilà. Et donc là, si vous faites un ls, vous constatez que vous avez récupéré normalement votre projet. Il est là. Vous voyez, le projet, il est ici. Donc je vais faire un cd Spring Web Service. Je fais un ls. Et on va tenter ici, sur cette machine-là, directement, en mode commande, de compiler. Donc, on n'est pas dans le Jenkins. Là, je répète encore une fois. Là, pour l'instant, on est juste en train de faire des tests en local. Mais ce qu'on fait là, Jenkins va devoir le faire. Donc, Spring Web Service. Alors, ici, donc ce qu'on va faire, d'abord, on va faire un... Là, et tout le monde, puisque tout le monde est sur la machine virtuelle, hein, chmod plus x GRADLEW, il va falloir lui mettre le plus x, et là tout le monde, donc, puisque tout le monde est sur Linux, hein, gradlew compile Java. Alors, là, vous voyez, donc il me dit Java home is not set and no Java command could be found in your path. Please set the Java _home variable in your environment. Donc là, le problème, c'est que pour pouvoir travailler ici, il va falloir installer le JDK. Première des choses à faire pour ça, il faut déterminer la version de Linux. Donc ça veut dire que ici, on va faire 4/etc/étoile release. Donc là, on a la version 11 et c'est là Debian. Donc il va falloir rechercher sur Internet comment est-ce que l'on peut installer le JDK 19 pour ceux qui ont fait le travail avec JDK 19 et le JDK 17 sur la version 11. C'est ce qu'il faut faire et réaliser les manipulations pour installer cette version-là. Alors, comme les machines Debian, c'est un petit peu comme les Ubuntu, on va aller sur notre document et ici on avait vu que pour installer la 19, il fallait faire cette commande-là. Ça c'est pour la 19. Vous voyez, donc avec le wget qui est ici, donc on revient ici et on va tenter ici de faire cette commande-là directement. Vous voyez, donc je fais le wget, donc ça c'est pour la 19. Donc les camarades qui ont la 19 font ça jusqu'au bout. Pour ceux qui ont ont leur projet avec la 17, donc il faut plutôt aller récupérer cette chose-là. Donc ça c'est pour ceux qui ont la 17, j'ai bien dit. Hein. Donc les gens qui ont la 19 continuent avec la 19. Donc voilà, je colle ici. Voilà, et on patiente un petit moment, le temps qu'il nous télécharge notre distribution. Une fois que le téléchargement a été récupéré, donc moi c'est la 17, vous c'est la 19, hein, pour ceux qui ont la 19, il faut retourner sur le document pour voir quel était ce qu'on devait faire ensuite. Alors ce qu'on devait faire ensuite, on devait réaliser cette commande-là, apt-get -qqy. Alors peut-être qu'il va falloir lui mettre un sudo. Ça c'est pour ceux qui ont la
19. Pour ceux qui ont la 17 comme moi, donc la commande, ce sera celle-là. Voilà. On retourne sur... Là par contre, je pense qu'il va falloir mettre un sudo. Hein. Voilà. Là, bien sûr, votre mot de passe. On patiente un petit moment. Le temps que l'installation se fasse, donc ça a l'air de fonctionner. Voilà. Puisque Ubuntu, c'était un peu comme Debian, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, alors voyons, si je fais un Java -- version, moi normalement j'ai la 17. Alors il me dit toujours que la commande Java est pas trouvée. Donc on va aller faire la dernière commande. Donc pour ceux qui ont la 19, la commande c'est celle-là. Pour ceux qui ont la 17, la commande c'est celle-là. Mais je pense que ça va être avec un sudo également. Donc sudo. C'est ça qui permet au système de reconnaître la version de Java. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit alternative path. Ah oui, c'est parce que j'ai fait la 19. Moi c'est 17 normalement. Normalement, pour les gens qui ont la 19, normalement il ne devrait pas y avoir ce problème. Moi c'est là. Voilà. Ah oui, c'est update. Update sudo update. Voilà. Et si je fais Java maintenant, voilà. Et si je fais Java -- version, voilà, la version de Java a été installée. Donc vous devez avoir la 19. Donc ça veut dire que... Alors pour les camarades qui ont un Dockerfile, alors c'est pas pour ceux qui avaient la version 17. Hein. J'ai dû me tromper dans le Dockerfile ici. Vous voyez, pour ceux qui ont la 17, hein, la 19, vous touchez pas. Hein. Voilà, pour la 10, pour les gens qui ont la 17, vous voyez, je me suis trompé ici. Il y avait un camarade qui avait la 17. Une fois qu'on a fait ça, donc, ça c'est très bien. On va essayer maintenant de voir si on peut compiler notre projet. Gradle W, compile Java. Voilà. Oui, ça a l'air de le faire. Vous voyez, donc on est en train de réaliser des opérations sur la machine distante. Et tout ce qu'on est en train de faire là, vous voyez, il faudra que Jenkins sache le faire. Donc là, on patiente un petit moment. À l'issue de la compilation, ici, il nous indique build successful. Donc là, maintenant, on va utiliser la commande. Oui, donc c'était /gradle w test, hein, pour lancer les tests. Voilà, donc on compile le test Java, papa. Donc il réalise les tests. Alors, très important de savoir faire tout ça. Et ça, quand on veut faire de l'intégration continue, il faut le faire avec le langage avec lequel on développe, hein, que ce soit du Node.js, que ce soit de l'Angular. C'est-à-dire tout ce que fait l'IDE, il faut pouvoir le faire de manière manuelle, hein, puisque c'est comme ça que Jenkins va travailler. Il ne travaille pas avec un IDE. Et enfin, ici, on va créer l'exécutable. Voilà.
un Gradle build. On va faire un ls pour nous assurer que le dossier build a bien été créé. Hein, qu'il a bien été créé. On va faire notre docker build pour nous assurer qu'il fonctionne bien. Docker build -t spring test pour l'image, un point. On lance et on attend que ça se fasse. Maintenant, on va vérifier que notre image a été créée. Docker image. Voilà. On a une image qui va être prête à être déployée en production. Alors attention, hein, là c'est pas comme ça qu'on la déploie, hein, c'est-à-dire que là il faut d'abord lui avoir fait passer des tests, mais on suppose hein, que les tests sont passés. Voilà, on pourrait déployer ça sur le cloud, ou on pourrait le déployer sur un serveur dans une entreprise. Alors on va créer un conteneur, docker run -itd -p 8080 2.8080. On va lui donner un nom à ce conteneur, -name, on va l'appeler compte app, et on va lui faire exécuter l'image string test. Voilà. Alors là, ce qui nous explique, c'est que le port 8080 est déjà alloué. Alors à quoi il est alloué? Bah oui, parce que il faut pas oublier que on a Jenkins qui fonctionne sur cette machine, donc on va plutôt mapper notre conteneur sur le port 8081. Alors le problème c'est que comme on a déjà essayé, compte app a été créé, donc je vais supprimer compte app. Je le supprime, je rappelle la commande pour créer le conteneur, docker run -itd -p 8081 2.8080, hop, je fais un docker ps, et je constate que effectivement mon application est bien lancée à ce niveau-là. Alors, comme notre application fonctionne, on voit qu'elle fonctionne sur le port 8081. Ça veut dire que si on ouvre un navigateur, on écrit 192.168.56.2 2.8081, on lui passe le point de terminaison somme, point d'interrogation a égale 2, hexa b égale 3, on valide. Voilà, on obtient la valeur 5, donc on voit que notre application fonctionne bien. Alors maintenant, on va détruire le conteneur compte app. Voilà, on n'en a pas besoin. Voilà. Le conteneur est détruit. Voilà, donc on a fait ce qu'on a fait hier, mais cette fois-ci on y a incorporé le GitHub. Maintenant la chose c'est de pouvoir récupérer ce projet sur Jenkins. Donc c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Donc pour pouvoir configurer Jenkins pour qu'il fonctionne avec GitLab, première des choses, on va lancer Jenkins. http local non, c'était 192.168.56.2 2.8080. Voilà, on le lance. Alors, si il demande un login et un mot de passe, ben, on saisit le login et le mot de passe que l'on avait créé. 4, 5, 6, normalement. Voilà, on s'identifie. Et là, la première des choses, c'est déjà de créer des identifiants, puisque on veut que Jenkins se connecte en SSH à GitHub. Donc ce qu'on va faire ici hein, sur Jenkins, on va se rendre, on va rentrer dans Jenkins, donc docker exec, donc là on est sur la machine virtuelle, hein, sur la machine Vagrant. Hein.
Et là, l'objectif, hein, parce que sur cette machine-là, Docker PS, c'est là que fonctionne la machine Jenkins. Donc on va rentrer dans cette machine avec Docker exec. Donc on avait fait ces commandes-là, on les revoit, hein, -it, le nom de la machine dans laquelle on va rentrer, bash. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va générer une clé SSH. Donc SSH-key-gen. Voilà. On génère la clé SSH. Touche entrée, touche entrée, touche entrée. Donc sur le serveur Jenkins, alors attention, on est bien sur le serveur Jenkins, on a une clé SSH qui a été générée. On veut que Jenkins communique avec GitHub, donc il faut que la clé publique de Jenkins, il faut qu'on la déclare dans GitHub. Donc pour ça, on va faire sur le conteneur Jenkins, on va écrire cat tilde slash point ssh slash id underscore rsa point pub. Ça c'est la clé publique, ça c'est la clé publique que l'on vient de créer sur Jenkins. On récupère cette clé publique, bouton droit, on copie, et là on va se rendre sur GitHub. Dans GitHub, on va aller, comme on a l'habitude de faire, dans Setting. Dans Setting, on va cliquer sur SSH NGPG Key. On va aller sur New SSH Key. Et là, on va écrire Jenkins GitLab. Et on va coller notre clé publique. Voilà. Donc, premièrement, on a collé la clé publique. Ici, on souhaite maintenant que Jenkins puisse communiquer avec GitHub pour pouvoir récupérer le projet. Donc on revient ici sur configuration globale dans Jenkins. On va sur tableau de bord. Donc on est dans Jenkins, hein. C'est-à-dire donc je crois que c'était plutôt ici, hein. Voilà. Donc là on revient sur tableau de bord. Donc, vous voyez donc tableau de bord de Jenkins. On va aller sur admin, on va cliquer sur identifiant, et quand on est sur identifiant, l'objectif c'est de créer un identifiant qui va permettre à Jenkins de communiquer avec GitLab, avec GitHub pour pouvoir récupérer le projet. Donc, une fois qu'on est ici, on va cliquer sur Global, ici, puisqu'on va créer un identifiant global. Et là, on va cliquer sur Add Credential. Alors ici, on va choisir le type d'identifiant qu'on veut créer. On veut créer une clé, puisque l'objectif c'est de communiquer avec le système clé privée, clé publique. On va sélectionner SSH username with private key. Alors ici, on descend un petit peu plus bas et on va cocher Enter directly. Alors comme on a copié la clé publique de Jenkins, on l'a copiée dans GitHub, il faut qu'ici on introduise la clé privée de Jenkins, puisque Jenkins va utiliser sa clé privée pour communiquer avec GitHub. Donc on vient ici sur Terminal, et dans Terminal, on va, attention, on va dans Jenkins, hein, on est dans le conteneur Jenkins, hein, c'est là où on a créé la clé publique et privée. Cette fois-ci, on supprime le pub, on va récupérer la clé privée. Vous voyez, donc private key, hein. Alors il faut bien la copier, cette clé privée. Je vais agrandir un petit peu là. Il faut bien copier la clé privée, hein. Donc la clé privée, vous la copiez à partir des petites coches qui sont ici. Voilà, bouton droit, copier. Et quand on a copié cette clé privée, ici dans Enter Directly, on clique sur Add, et on colle cette clé privée, et on clique là sur Create. Voilà, on a créé notre clé privée. Alors peut-être que ici on pourrait lui donner quelque chose de plus explicite, hein. Voilà, parce que là elle a une idée qu'on ne comprend pas très bien. Donc je vais cliquer sur Update.
Et ici, est-ce que je peux modifier l'idée? Bon, voilà, on va la recommencer, on va la supprimer, parce que là apparemment mettre à jour, j'arrive pas à modifier l'idée ici. Donc on va la supprimer. Oui. Et on va recommencer add credential. Donc type SSH username with private key. On va lui donner un nom explicite. Donc on va faire Jenkins GitHub. Ouais, parce qu'il faut que ce soit explicite, sinon on ne comprend pas. Ici on peut faire permet la connexion de Jenkins à GitHub en SSH. Ici, on va cliquer sur Enter Directly, on va cliquer sur Add, et on va recoller la clé privée que j'avais dans le presse-papier. Et là, donc, on fait Create. Voilà, comme ça, on a quelque chose de plus explicite. Donc ça, c'est la première étape. Alors, dans une autre étape, puisqu'on maintenant on a configuré la clé privée de Jenkins qu'on a créée sur Jenkins, on l'a donnée donc à notre serveur. La clé publique, on l'a copiée dans GitLab. Donc là, on va aller sur tableau de bord, administrer Jenkins. On va descendre sur configurer la sécurité globale. Et là, l'objectif, parce que ce qu'on veut, nous, on veut que Jenkins communique avec GitLab, avec GitHub. Alors le problème, c'est qu'il va communiquer avec lui en SSH. Mais quand on communique en SSH, alors je ne sais pas si vous avez vu, quand on fait SSH quelque chose, il nous dit est-ce que vous voulez valider le fingerprint, et on répond yes pour que la communication en SSH se fasse. Donc nous, ce qu'on va faire, on va dire à Jenkins, on va lui dire que il va directement accepter la first connection sans qu'on ait besoin de répondre yes à la question. Donc on clique ici sur Accept First Connection, on clique sur Enregistrer, et là on va tenter de voir si on peut récupérer notre projet. On va donc créer un projet de type pipeline. Alors on va mieux comprendre ce que c'est qu'un pipeline maintenant. Donc on va sur tableau de bord dans Jenkins, on clique sur nouveau item. Ici, on va appeler ce projet Spring Web Service. On va créer un projet de type pipeline. On clique sur Pipeline ici, organise des activités de longue durée qui peuvent s'étendre sur plusieurs agents de construction, adaptés pour la création de pipelines, pour organiser des activités complexes qui ne s'adaptent pas facilement à des tâches de type libre, type freestyle ici. Bon, là déjà, on va toucher concrètement. On clique sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, on va descendre ici au niveau de Pipeline. Et au niveau de Pipeline, alors il y a quelque chose que j'ai récupéré, on va tout simplement ici écrire un script Groovy qui va permettre de dire à Jenkins qu'il faut récupérer le projet qu'il y a sur GitHub. Alors pour ça, on va se rendre déjà sur GitHub ici, GitHub, à ce niveau-là. Voilà. On va aller sur Your Repository. Ici, on a le repository qu'on a créé, Spring Web Service. Et à ce niveau-là, on clique sur SSH pour récupérer l'URL. Une fois qu'on a récupéré l'URL, sur le document, dans la partie création du pipeline, ici vous avez un code que j'ai défini. Donc il faut remplacer cette partie-là par votre URL à vous. Et donc je fais CTRL-V. Et de plus, le credential qu'on avait créé ensemble, c'était Jenkins Hub. On va aller
le recontrôler après, hein, pour être certain qu'on ne se trompe pas. La branche, ça devait être master, voilà. Donc si vous avez main ici, il faudra mettre main, hein. Donc là, on avait master. Voilà. Donc on récupère ce script Groovy. On va coller. Alors, il faut que je retrouve où est-ce que je vais mis ça. C'est pas ici. C'est ici. Voilà. Donc là, on revient ici et on colle le script. Alors, le script pipeline, donc qui s'achève ici. Agent ini, bon, ça c'est pour indiquer le fait que on peut avoir plusieurs serveurs en cluster sur lequel on pourrait envoyer comment dirais-je, donc l'exécution de ce code. Donc là, nous, on n'en a qu'un seul, hein, c'est la VirtualBox sur laquelle on a installé notre Jenkins. Ensuite, stage, étape. Donc stage, ça se termine ici. C'est pour ça qu'on parle de pipeline. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul stage. C'est le stage récupération du projet. Donc on va récupérer ça à partir de la branche master. Le credential, c'est le credential qu'on a créé tout à l'heure. Et enfin, là, on lui indique l'URL. On clique sur sauver. Voilà. Et on va tenter de lancer un build pour voir ce qui va nous indiquer. Lancer un build, ça veut dire qu'on va lancer une opération et on voit, vous voyez qu'il est en train de récupérer le projet. Alors là, quand il est en rouge comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez que je clique sur le petit bouton rouge et je clique sur console output. Et dans console output, il va me... Ah, voilà, donc il me dit un credential Jenkins Hub could not be found, ça veut dire que je me suis trompé dans le credential. On va aller revoir notre credential. Tableau de bord, identifiant. Le credential, je l'avais appelé Jenkins GitHub. Voilà, c'était plutôt ça. On va revenir sur tableau de bord. On va revenir sur le projet qu'on a créé, Spring Web Service. On va cliquer sur configurer. Et là, on va aller modifier à ce niveau-là. Je ne sais pas c'était quoi la différence, mais enfin, on va voir hein, s'il y a une différence. Je clique sur sauver. Et je relance un build pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc il y a toujours une erreur ici. Alors l'erreur qui me donne, console output, il me dit que le credential Jenkins GitHub could not be found. Donc on va aller voir pourquoi il y a ce problème. Donc si il nous dit qu'il ne trouve pas les credentials, c'est qu'on ne les a pas bien paramétrés. Donc on va recommencer, on va aller sur tableau de bord, on va aller sur administrer Jenkins, un autre chemin, on va descendre sur manage credential. Ici, alors on va plutôt voilà, donc configurer le credential à ce niveau-là. On va cliquer sur système. On va cliquer sur identifiant globaux illimité et on va ajouter un credential que va normalement reconnaître le système. Alors ici, on va sélectionner comme tout à l'heure SSH username with private key. À ce niveau-là, on va lui donner comme identifiant Jenkins GitHub. Une fois qu'on a fait ça, on vient cliquer ici sur Enter Directly, comme on l'a fait tout à l'heure. On vient ici pour sélectionner la clé privée publique. Bouton droit, copier. On va la copier et on va cliquer sur Add. On va coller notre clé. On va faire un create. Voilà.
Donc là, on a plutôt défini, parce que ici, on avait défini un credential par rapport à l'utilisateur, tandis que là, on définit un credential pour le système, normalement qui devrait être trouvé par notre pipeline. On va cliquer sur tableau de bord, on clique sur Spring Web Service et on tente de se lancer un build. Voilà. Donc là, on va voir s'il va nous récupérer le projet. Voilà. Et là, c'est vert. Donc ça veut dire que le projet a été récupéré. Si on fait console output, d'ailleurs, il nous dit même où est-ce qu'il a récupéré le projet. Il suffit de lire ici. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, on constate que dans le dossier /var Jenkins Home Workspace Spring Web Service, on devrait trouver le projet qui a été récupéré. Il suffit de récupérer par exemple cette chose-là. Ici, on est dans Jenkins. Si on fait un CD, on colle. Et si on fait un ls, on constate que le projet a été récupéré au niveau du serveur Jenkins. Alors, ce qu'il y a de bien également, c'est qu'on avait mappé un dossier lorsqu'on avait créé le conteneur Docker. Hein, souvenez-vous, si on remonte ici, on avait mappé ce dossier. Je récupère ce dossier. Vous voyez, on avait... Là, je suis sorti du conteneur Docker. Hein. Je suis sorti du conteneur Docker, je suis sur la machine virtuelle dans le dossier Spring Web Service ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et si je fais un CD et je colle, je fais un ls, ici, alors pour l'instant, dans ce dossier-là, on n'a rien. Bon. Donc là, on n'a rien. Donc, effectivement, donc là, il faut pour l'instant rester directement dans la machine. Là, on reste dans cette machine Jenkins hein, pour pouvoir aller consulter le projet qu'on a récupéré. Voilà, ça c'est pour voir hein, qu'il a bien récupéré le projet. Donc déjà, voilà, on sait récupérer le projet. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que Jenkins lance la compilation. Donc on va voir comment on va ajouter une étape de compilation. Pour ajouter une étape de compilation, on revient sur le document, et là, vous voyez, j'ai rajouté une étape, Stage Compile, et qu'est-ce qui va se passer? Donc SH, ça c'est pour lancer une instruction en mode commande, hein. C'est comme bin sh, et je vais lancer donc Gradle view compile Java. Donc je récupère cette étape, hop, je vais revenir sur le pipeline, je vais sur tableau de bord, je vais dans Spring Web Service, je clique sur configurer, et là on va descendre au niveau des étapes. Alors attention, le pipeline il commence là, donc ça veut dire que cette dernière cote là, elle ferme le pipeline. Cette cote là, elle ferme l'ensemble des étapes. Donc ça veut dire que si je dois rajouter une étape, c'est ici. Et là, le terme pipeline prend tout son sens, hein, puisqu'on voit qu'il y a cette première étape qui doit se terminer avant que celle-là commence. Donc normalement, il doit récupérer le projet, et on devrait lancer le Gradle view compile Java pour que Jenkins lance la compilation. On va voir si ça marche. On fait une sauvegarde et on lance un build. Alors voyons, hop, il a bien récupéré le projet, il lance la compilation. Est-ce que ça va marcher? Hein? Et donc là, il est en train de compiler le projet. Et l'idée, c'est qu'à la fin, tout ça, ça doit être automatique. Dès qu'on pousse sur GitHub, hop, ça doit être récupéré automatiquement, ou sur GitLab. Et tout ça doit se faire automatiquement, jusque au déploiement. Donc là, on voit déjà ce qui va se passer. On est en train de travailler, donc on patiente
un petit moment. Si on regarde, on voit qu'il a planté. Alors allons voir la raison pour laquelle. On clique sur le... Ah, je reviens ici. Hein. Vous voyez, donc on clique sur ici le dernier build, le 6e. On clique sur console output. Alors ça dépend, vous, c'est peut-être un autre numéro. Hein. Et on descend, il faut lire la raison pour laquelle ça a planté. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ah voilà. Incompatible. Because this component declare a component compatible with Java 17 and the consumer needed, alors vous c'est Java 19, hein, et the component compatible with Java 11. Donc là, on a un problème, c'est-à-dire que le problème, ça veut dire que si on se rend sur notre Jenkins, là je vais faire un clear, hein. Voilà, je suis dans Jenkins. Si vous n'y êtes pas, je ressors du Jenkins, je vais faire un clear. Voilà, je vais faire un cd tilde. Voilà, donc je suis sur la machine Vagrant ou sur la machine VirtualBox. Si je fais un Java moins version, non, il faut aller dans le Jenkins, pardon. Docker. Je vais rentrer dans le Jenkins. Docker exec, moins it, Jenkins, et je vais faire bash ici. Si je fais dans le conteneur Jenkins, si je fais Java moins version, bah, je me rends compte que c'est la 11 qui est installée ici. Vous voyez? Donc, et si je fais un echo $java underscore home, bah, on se rend compte que si je vais sur le OpenJDK, cd, et je colle. Si je fais un ls, vous voyez, c'est-à-dire que dans le OpenJDK que j'ai ici, bah, ce qui est installé, c'est la version 11. Et donc il va falloir installer la version 17 également, et pouvoir expliquer à Jenkins que c'est cette version-là qu'on veut qu'il utilise. Donc, on va installer, comme on l'a fait tout à l'heure, on revient sur ce document. Alors, il faut aller rechercher, pour les gens qui ont la 19, il faudra donc, pour les gens qui ont la 19, il faudra utiliser voilà, il faudra récupérer la 19 avec cette instruction-là. Vous voyez donc version 19. Ici, il faudra coller ça ici. Pour les gens qui ont la 17, c'est-à-dire qu'il faudra coller cette chose-là à ce niveau-là et vous exécuterez de cette manière-là. Alors, apt-get n'a pas été trouvé, donc il va falloir l'installer. Alors, par contre, ici, je vais faire un exit. Il faut sortir de la machine Jenkins pour pouvoir installer Java. On va d'abord faire la chose suivante. On va d'abord voilà, faire un docker exec moins it. On va s'y connecter en route, moins u, route, moins Jenkins. Donc on se connecte en route à Jenkins. J'ai oublié le bash. Voilà. Et là, donc apt-get update. Donc on est dans le conteneur Jenkins. Voilà. apt-get install wget. Voilà, ce qui va nous permettre
d'installer le wget. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un exit ici. Voilà, pour rentrer dans notre conteneur Jenkins, mais alors cette fois-ci pas en route. Et pouvoir coller la commande qui va permettre de récupérer la 19. Et il faut valider. Alors pour les camarades pour qui c'est la 17, exclusivement pour ceux qui ont la 17, vous mettez 17 à ce niveau-là. Voilà, et là on patiente le temps que... alors ça n'a pas été trouvé la 17, donc je pense que j'ai pas le bon format. Je vais revenir ici pour la 17. Alors, les gens qui ont la 19, continue, je colle. Alors, il me dit... cannot write to JDK permission denied. Donc on va s'y connecter. Alors dans ce cas-là, on va ressortir d'ici et nous allons rappeler la commande docker exec -it -u root jenkins bash. Voilà, on va rester en route. Vous collez. Voilà. Donc là, vous voyez, vous récupérez votre version 19 ou votre version 18 et on va l'installer. On va installer notre version sur le Jenkins. Continue. Maintenant qu'on a fait l'installation de notre version, on revient sur le document. Alors si vous êtes en version 19, il faut récupérer cette commande là, celle-ci, c'est celle qui suit juste après. Si vous êtes en version 17, il faut récupérer cette commande là. Voilà. Hop. Et je vais coller pour pouvoir installer la version que j'ai récupérée. Voilà, donc là il va le faire. Et la prochaine commande qu'il va falloir utiliser, ça va être cette commande-là. Pour les gens qui ont la 17, mais les gens qui ont la 19 doivent faire cette commande-là. C'est ce qu'on avait fait dans le Dockerfile. Vous voyez qu'il nous sert beaucoup ce fichier. Hop, je récupère cette chose-là. Et là, je vais coller. Voilà. Alors, voyons, Java, -version. Alors, il me dit que c'est la version 11, là, qui me fait... qui m'indique. Donc, il va falloir qu'on voie comment on va changer ça. Pour pouvoir changer ça, maintenant qu'on a installé Java 19 et Java 17 ou Java 17 sur Jenkins, il faut expliquer à Jenkins que il va devoir utiliser la version 17 ou la version 19. Donc ici, on va retourner sur Spring Web Service. On va cliquer sur Configurer. Et dans Configurer ici, vous voyez, juste après Agent ENI, on va tout simplement ajouter ce code en plus. C'est-à-dire que ici, on va ajouter environnement, on va définir la variable path égale, et on va lui donner le chemin vers la version qu'on a installée. Donc si vous avez installé la 19, normalement, ça devrait être 19, comme ça. Il suffit de voir... alors, bon, ce qu'on va faire, on va le mettre dans carrément dans le fichier, comme ça. Les camarades pourront aller le récupérer. Alors, le fichier.
c'est pas celui-là. C'est ici. Donc ici. Hein. Et donc là, je vais le mettre ici. Alors, petit c, définir les variables environnement pour utiliser Java 17. Alors ça c'est pour Java 17. Donc les gens qui ont Java 17, hop. Donc ce sera ça. Ils récupéreront ça pour aller le coller juste après agent ini, à ce niveau-là. Pour les gens qui ont Java 19, alors petit d, hein, pour Java 19, alors là pour Java 19, donc on va quand même s'assurer que le chemin est le bon. Alors le chemin, c'est celui qui est ici, donc JDK 19, donc USB lib JVM, c'est bien ça. USR lib JVM, hein. USR lib JVM, voilà. Donc on va, pour les gens qui ont 19, donc c'est 19 qu'on met là, et 19 qu'on met là. Et là on récupère ça, hop, et là bien sûr, hein, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement le coller à ce niveau-là. Et là quand vous allez faire sauver, il suffit de lancer un build, voilà, et là ça devrait marcher. Voilà, on attend un petit moment, voilà, ça devrait le faire, hein, ça devrait passer au vert, ici. Voilà, et là on a réussi à, pour l'instant, raccorder Jenkins à GitLab. Alors, pour l'instant c'est pas automatisé, mais c'est pas automatisé dans le sens où normalement le développeur pousse et puis voilà, mais là le développeur il construit son pipeline de cette façon-là. Un autre, si on revient ici maintenant sur tableau de bord, vous voyez, si on revient sur Spring Web Service, on revient sur configurer, on peut tout de suite, ensemble, hein, définir un autre stage. On va récupérer, vous voyez, donc à ce niveau-là, ce stage de compilation. On va le, hein, donc on le récupère comme ça, on fait un copier. On va descendre juste ici, hop, et zut. Et là, on va faire un stage de test. Gradle view test. On sauvegarde, on lance un build, et là normalement il devrait nous lancer, vous voyez, un pipeline avec trois parties, la récupération du projet, la compilation et les tests. Ensuite, même chose pour le build, même chose pour la construction du Dockerfile. Ah, mais le Dockerfile, on laisse ça pour après. Alors déjà, vous voyez, le stage de test va être, ça devrait être OK. Donc là, on patiente un petit moment. Et ça devrait le faire. Et on peut aller voir, hein, on peut aller voir ce qu'il fait. Voilà, c'est parfait. On va mettre le stage de création du package. Vous voyez, donc là, on va venir ici. On va récupérer le dernier stage, le stage de compilation. On peut récupérer le stage de... On peut venir ici, hein, pour récupérer ce stage de test, ici, et
on va coller et on va faire, tiens, un package ici. Hop. Gradle View Package. On clique sur sauver. On lance un build. Et là, il va passer ces 4 étapes. Récupération du projet, compilation, test, création du package. Donc, ce qui veut dire que derrière, encore un autre stage qui va être la création de l'image. Peut-être qu'il y aura des tests d'intégration, des tests d'acceptation à faire, donc la création automatique d'un conteneur pour faire les tests d'acceptation. Ensuite, pousser le projet sur un registry. Ensuite, on pourrait faire un déploiement automatique de notre application directement sur des serveurs ou sur le cloud. Voilà, mais nous, pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ce stage-là, alors le stage de package, là, qui a planté, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, allez voir la raison pour laquelle ce stage-là a planté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Package not found in route calculator 1. Alors, il dit c'est le package... Ah oui, ça c'est mon étourderie. L'étourderie, c'est comme ça. C'est comme ça, on est un peu étourdi. C'est pas du tout un package qu'il faut faire, hein. C'est un build. Hein. De toute façon, je pense que vous avez sûrement corrigé. Voilà. On sauvegarde et on lance un build. Voilà, et ça devrait marcher.